Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder la dernière partie du cours sur les contrats, à savoir l'exécution du contrat. Nous allons aborder les effets juridiques du contrat. L'article 1103 du Code civil pose le principe de la force obligatoire du contrat. Cet article énonce « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il s'agit de l'application du principe de l'autonomie de la volonté. Sont seuls engagés par le contrat les contractants et les ayants cause à titre universel des contractants, c'est-à-dire les héritiers de l'ensemble ou d'une partie des biens du défunt. On les appelle les parties ou contractants. Conséquence de cette force obligatoire, le contrat est irrévocable et ne peut pas être modifié par la volonté d'une seule partie. Une modification est possible s'il y a un nouvel accord des parties ou bien dans les cas autorisés par la loi, comme dans le cas du contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu par l'employeur seul ou par le salarié seul. Le juge s'interdit aussi de modifier le contrat. Si les clauses sont obscures ou peu claires, le juge les interprétera en recherchant la volonté réelle des contractants. L'article 1104 de son côté énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Dernier principe posé par l'article 1199 du Code civil, les faits relatifs du contrat. Cet article énonce que le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. En effet, le contrat ne produit qu'un effet relatif, c'est-à-dire qu'il n'a de force obligatoire que pour les parties contractantes, c'est-à-dire les personnes qui ont signé le contrat. Les tiers ne peuvent pas être tenus par des obligations qu'ils n'ont pas acceptées. Les tiers sont les personnes étrangères au contrat, les personnes qui ne sont pas liées au contrat. Toutefois, il existe des exceptions. Ainsi, les contrats collectifs s'appliquent à des tiers qui n'ont pas initialement conclu le contrat, comme par exemple les conventions collectives qui s'appliquent aux salariés d'une entreprise sans les avoir signés. On trouve aussi les contrats qui profitent à autrui. C'est le cas de l'assurance vie, où l'assuré contracte avec une compagnie d'assurance au profit d'un tiers bénéficiaire. Au décès de l'assuré, le bénéficiaire touchera une rente. Cette rente est constituée par le capital versé par l'assuré. On appelle ce mécanisme la stipulation pour autrui. Les tiers ne peuvent par contre pas méconnaître la situation juridique créée par le contrat. C'est la règle de l'opposabilité du contrat. Ainsi, les tiers doivent respecter la situation contractuelle créée. Par exemple, on doit respecter le droit de propriété de l'acheteur et du vendeur. Les conséquences juridiques en cas d'inexécution du contrat. La liberté contractuelle laisse aux parties la liberté de contracter ou non. Nul n'étant forcé de contracter, celui qui a donné sa parole contractuelle doit la respecter. Il y a inexécution du contrat lorsque le contrat n'est pas du tout exécuté ou bien mal exécuté. Par exemple, le vendeur livre en retard ou bien ne livre pas les marchandises. Un préalable nécessaire, la mise en demeure. Lorsque le débiteur n'a pas respecté son obligation, le créancier doit le mettre en demeure. Cette mise en demeure a plusieurs intérêts. Tout d'abord, elle constate officiellement la non-réalisation de la prestation. Elle fixe aussi pour le débiteur le délai maximum pour réaliser la prestation avant de recourir à la justice. Et enfin, elle détermine le point de départ du calcul des intérêts de retard. Cette mise en demeure doit respecter certaines formes. Elle peut être réalisée par sommation d'huissier ou bien par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter clairement la mention « mise en demeure » et toutes les informations relatives au problème, c'est-à-dire la date, l'objet, etc.
Les sanctions en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle. Le créancier a 3 solutions. Il peut demander l'exécution forcée du contrat, la résolution de la vente ou bien l'exécution par équivalent. Première solution qu'a le créancier, il peut demander l'exécution du contrat. Il peut soulever l'exception d'inexécution. S'il est manifeste que le co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance, le créancier peut suspendre l'exécution de son obligation pour faire pression. C'est lui qui est seul maître d'apprécier les faits. Le créancier peut aussi demander l'exécution forcée au juge après mise en demeure restée sans réponse. Par exemple, il peut demander la démolition du bâtiment malgré une interdiction de bâtir. Il peut demander la saisie du bien, le faire vendre aux enchères et se payer sur le prix. Enfin, dernière solution, la réduction du prix. Lorsque le contrat n'est pas parfaitement exécuté après mise en demeure restée sans réponse, le créancier peut accepter une réduction proportionnelle du prix. Seconde solution, le créancier peut demander la résolution de la vente. Lorsque le créancier ne souhaite plus poursuivre la relation contractuelle avec un débiteur défaillant, il peut obtenir la résolution du contrat. S'il s'agit de contrats successifs, on parlera de résiliation. Ces actions concernent uniquement les contrats synallagmatiques, contrats pour lesquels les obligations sont réciproques. Il y a 3 types d'actions. Tout d'abord, la résolution conventionnelle. En fait, il y a dans le contrat une clause résolutoire qui précise que si les engagements ne sont pas exécutés, le contrat sera résolu. Ensuite, la résolution unilatérale qui peut être notifiée par le créancier à tout moment, mais le débiteur peut saisir le juge pour contester cette résolution. Le créancier devra alors prouver la gravité de l'inexécution. Enfin, la résolution judiciaire est à demander au juge qui ne prononcera la résolution que si l'inexécution est suffisamment grave. Dernière solution, le créancier peut demander l'exécution par équivalent. En cas d'inexécution du contrat, le créancier peut exiger devant le juge réparation au débiteur pour le préjudice subi. Dans ce cas, il s'agit de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du débiteur. Cette action est en fait une exécution par équivalent du contrat. Pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle, il faut 3 conditions. Un préjudice ou dommage subi par le créancier. Ce dommage peut être financier, corporel ou moral. Ainsi, le créancier n'a pas été livré des matières premières commandées, il ne pourra pas produire et donc il subira un manque à gagner, une perte de chiffre d'affaires. Seconde condition, il faut un fait générateur ou une faute, qui est l'inexécution partielle ou totale du contrat. Si le débiteur a une obligation de moyens, il sera responsable s'il n'a pas agi avec soin et diligence. Il faut prouver que tous les efforts attendus n'ont pas été déployés. Par exemple, pour un médecin, il faudra prouver qu'il n'a pas mis en œuvre tout ce que la médecine lui procure comme moyen pour vous soigner. Par contre, si le débiteur a une obligation de résultat, l'inexécution du contrat fait présumer la faute du débiteur. Il suffira de prouver l'engagement du débiteur et son inexécution. Enfin, il faut un lien de causalité entre la faute et le préjudice, c'est-à-dire prouver que le préjudice est dû à la faute. Le débiteur peut par contre s'exonérer de responsabilité. Il y a différentes causes d'exonération. La force majeure, qui est un événement imprévisible et irrésistible, comme des tempêtes, des catastrophes climatiques, etc. Irrésistible signifie que l'événement ne peut pas être évité par des mesures appropriées. Imprévisible se dit d'un événement qui ne peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat.
Seconde cause d'exonération, le fait d'un tiers. Le tiers est une personne extérieure au contrat qui participe au dommage. Par exemple, une voiture s'engage au passage à niveau, elle cale au moment où le train arrive. L'exonération sera totale si le fait est irrésistible et imprévisible. Elle sera partielle autrement. Enfin, autre cause d'exonération, le fait ou la faute du créancier. Par exemple, un voyageur qui descend du train en marche. Les conséquences de la responsabilité contractuelle. Le créancier touchera des dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts ont un double objectif. Ils visent à réparer le préjudice subi. Ils sont évalués au jour du jugement. On parle alors de dommages et intérêts compensatoires. Ils visent aussi à réparer le dommage subi du fait du retard dans l'exécution du contrat. Il s'agit alors de dommages et intérêts moratoires. Pour conclure, afin de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle, il faut prouver qu'il y a un dommage pour le créancier, que ce dommage est occasionné par la faute du débiteur, mais le débiteur peut s'exonérer de sa responsabilité en avançant un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du créancier. Par exemple, un transporteur arrive en retard du fait d'un accident de la route.